Tu saurais le dater? Tout coupé. 80 ans. 80. L'autre là-bas, il doit bien avoir 40 ans. Le gros scope 40-50 ans, mais celui-là, il a 80. On a déjà perdu des branches. On a toujours des rentrées d'argent du fait que il y a les produits transformés, les légumes, tout ça. Donc on arrive à maintenir tout le temps un chiffre d'affaires peut-être plus régulier que sur certaines exploitations, quoi. Temps de travail moyen sur un verger. Là, on distingue la stige et tige. Ah bah, déjà sur ton exemple ici, couteau, on va dire, sur les hauts tiges qui est une chose, ou demi-tiges, transfo on va dire. Si tu as un sur la verger basse-tige. haute tige assez extensif, mettons 50 arbres à l'hectare, où tu as des bêtes en dessous, ton travail il est très faible. Un peu de taille de temps en temps. Tout ce qui est mécanisé en plus pour le ramassage. Il y a la récolte. Ça dépend T'as que le temps de récolte. Quoi. Et temps de récolte justement. Si on parle uniquement du suivi, de l'implantation, de la taille. Si tu pars sur des variétés qui sont assez résistantes, donc tu ne vas pas traiter. Si tu as des bêtes en dessous, tu ne vas pas tondre, tu ne vas pas mettre d'engrais. Tu as juste quelques branches élaguées de temps en temps pour aérer l'arbre. Donc les premières années, tu auras 10 minutes par arbre, par an. 10 minutes. Bah, le temps de ton échelle, de monter dessus. Pour la formation, hein. Taille de formation. Ouais. Après, au fur et à mesure, les branches vont devenir de plus en plus grosses, donc il faudra clac-clac, et puis après, mais c'est tout ce que tu vas faire. Si tu pars en basse tige, directement, tu es dans un milieu plus concentré, donc tu es plus sujet aux maladies, donc tu vas devoir penser à traiter. Donc il faudra le matériel pour traiter. Tu n'auras pas de bête en dessous parce qu'il n'y aura pas la place, mettons. Il faudra que tu aies quelque chose pour débroussailler. Au niveau de la taille, tu auras un peu plus de temps de taille si tu veux bien éclairer ton arbre et tout. Gérer les calibres, Combien au début, pas grand chose. Oui, c'est ça, oui, c'est sûr. Non, mais Après, si tu vas régulièrement, allez, en temps de taille, tu peux. Une taille vite fait, tu peux compter entre 50 et 100 heures à l'hectare. Ouais, c'est ce qu'on trouve dans la région, sur les basses tiges, 50 100 heures. 50 notamment quand on va sur mais tous les ans. Tous les ans, ouais. Si tu as oublié de tailler pendant 5 ans, pendant 3 ans, tu vas passer 300 heures. Quoi. Parce que tu vas sortir des bouts de branches comme ça que tu vas devoir débiter. Après, il faudra déchiqueter tes branches. Tu auras de votre chauffage. Sur les récoltes, tu parlais d'un modèle plutôt haute tige, donc là on voit bien que sur l'entretien, la culture c'est pas trop problème, mais à la récolte, ça veut dire combien de temps tu peux passer en rapport dans la tige. Le problème du haute tige, c'est que les pommes sont en haut. Donc les premières années, ils sont pas très grands. Donc une petite échelle, ça va te permettre d'y aller. Et après, il faut la remonter très haut. Donc
général, tu vas cueillir les branches les plus basses, qui ont les moins beaux fruits. Et puis celles du haut, tu attendras qu'elles tombent pour mettre dans ton jus. Au Bastige, on donne 1 tonne par jour par cueilleur. Une tonne par En jour référence. par cueilleur. Un bon cueilleur. Un bon cueilleur. Dans un bon verger. Avec des grosses pommes et dans un verger bien fourni. Voilà. Ici, on tourne plutôt à 500. 500 kg. En Bastige, En haute-tige, l'an passé, il y avait très peu de pommes. Donc on a été cueillir les Rainettes de France, qui sont des hautes-tiges qui ont quasiment 20 ans. Et c'était peut-être 200 kg par jour. C'est des pommes qui nous ont coûté très cher. Donc on ne les a pas mis au jus, on les a gardées. C'est de la très bonne pomme, mais très cher. Donc le poste principal du coup de production de la pomme, c'est quand même la cueillette. Ou pas? C'est un poste important. C'est pour ça que c'est passé vers le Bastige. Quoi. Parce que ça, une pénibilité. Risque de travail aussi. le risque au travail, quoi. Une échelle haute, si ça bascule, on tombe de haut. Si on a un escabeau de 3 marches, ça fait souvent moins mal. Mais le Bastige, à part si tu en as 2-3 dans ton jardin, si tu veux en faire du ranger, c'est bien un métier quoi. Par entier. Avec le matériel qu'il faut et puis donc il n'y a pas de solution tout blanc tout noir, c'est chacun trouver un peu son équilibre. Il ne faut pas planter des hautes tiges comme on plante de basses tiges. Ça induit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu fais le choix d'un système, ça induit pas de choses derrière. On peut aller voir un peu plus loin, on a des vergers où on a des hautes tiges, on a mis des basses tiges en disant autant que l'autre tige se fasse, les basses tiges on aura déjà quelques récoltes. Le problème c'est que quand au bout de 12-15 ans, ton haute tige s'est bien développé, puis ton basse tige il est en pleine force en dessous et puis il commence à être un peu à l'ombre et puis après tu l'auras fait dans un autre coin. Tu en aurais profité encore 5 ans pleinement, ou 10 ans peut-être. Il va peut-être plus fallu mettre des groseilliers ou quelque chose. Les premières années où on avait les hautes tiges, on faisait les pommes de terre en plutôt, ou bien des oignons. On tournait un rang sur 2. Et puis on faisait la culture au pied quoi. Mais bon, après c'est bon, c'est intéressant. Il faut adapter la culture à la situation. Après, ce genre de choses, on peut le faire, mais dans ce cas-là, on ne laisse pas davantage. On tombe sur un système agroforestier. On peut commencer à le voir dans un système de culture. Certains maraîchers commencent à faire ça, à faire des planches, à intercaler des planches de petits fruits à l'intérieur de 10-15 planches de légumes. Quoi. Donc ça, c'est jouable parce que du coup, avec une bonne exposition, l'orientation des arbres qui fait que, on a une luminosité qui vient balayer toute la journée le produit. Donc, ça c'est jouable, mais c'est encore une fois un autre système qui associe les deux. C'est des arbres qui vivaient dans des pâtures, donc s'ils n'avaient pas été résistants suffisamment, ils seraient morts sur leurs pieds. Avant qu'on vienne chercher des greffes. Donc ils ont une certaine résistance. Et certains ont de l'intérêt, plus ou moins. Il y a des ports également très différents. Là. Des ports très différents. Quoi. On a vu les premières plantations qui venaient des arbres recommandés par Jean Blou. Ici c'est la Rainette de Flandre qui a été recommandée par le Centre de ressources génétiques du Pays de la Place. Donc toujours sur le greffe 106. Donc l'arbre il se plaît quand même assez bien dans le climat, on voit, il est assez propre. Cette année, malgré les mauvaises conditions, ils ont quand même porté. Le tige est greffé un peu plus bas. Le tige normalement il est greffé bas. D'accord, ouais. Mais quand on a un arbre comme ça, il faut le transformer en arbre comme ça.
Ouais, parce que là, il y a trop de... Il y a trop de troncs. Ouais. Ils vont s'ouvrir dès qu'il y aura une grosse charge. Donc cet hiver, on a fait déjà une fameuse coupe dedans. Et là, on voit à la limite le bas est pété et le haut est pas pété. Le bas, il est fait très propre. Et le haut, il y a beaucoup de feuilles. Après, on va la redescendre. On est sur des terres acides, d'ailleurs on voit il y a du rumex, il y a de l'ortie, donc la chaux ça va être primordial. Après, au niveau apport en matière organique, il n'y en a pas vraiment besoin. C'est des anciennes prairies, des orties, tout ça, mais c'est ici que c'est gorgé de matière organique. Donc on met des granulés à base de farine de plume, principalement. Farine de plume, coque de cacao. Un peu de vinasse de betterave, des choses comme ça. Et après au niveau du foliaire, au printemps, au niveau des foliaires, je fais des traitements avec, dans mes produits de traitement, je rajoute du purin de mouton. On achète en bidon, c'est filtré. Et c'est un des seuls engrais dans lequel on est sûr de ne pas avoir de farine animale. Comme on est en mention nature et progrès, on ne peut pas utiliser de farine animale dans nos engrais. Et souvent de la farine animale pour booster un petit peu plus l'engrais, même si ce n'est pas inscrit sur le sac. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désherbage mécanique, ce n'est que de la tonte. Si c'est que de la tonte, hein, c'est sur des 106. Et on commence à travailler le sol maintenant sur les nefs. C'est la première année depuis 20 ans. Ça fait un peu drôle. Mais bon, après on est en veille d'ortie et puis si tu mets des engrais sur les orties, ça fait un tapis de racines comme ça. Et tout ce qu'on va mettre comme engrais, ça sera mangé par les orties, jamais par les arbres. Après l'ortie, s'il est fauché plusieurs fois, il s'épuise aussi. Ouais. Mais là, sur les ornières, il ne s'épuise pas, il fait de la racine. Le rumex, c'est pareil, est-ce qu'il y a des étourneaux qui viennent dans le verger? Qui sont amenés par les déjections des étourneaux? Ici dans le coin, le rumex il est spontané. Il faut de la graine, il faut de la racine, sinon il Si on retourne n'importe quelle parcelle, tout part en rumex. Parce que c'est l'acidité qui... C'est son milieu quoi. C'est nous qui ne sommes pas, qui vont lui faire faire autre chose. Les petits points, les taches amères, donc qui sont dues principalement à un déséquilibre au niveau du calcium. On essaye de mettre du calcium dans nos traitements comme en foliaire. Comme en engrais foliaire, mais il y a des variétés qui sont vraiment très sensibles et qui vont quand même se le prendre. Et vous savez rien apporter sur le sol? Une année où il n'y a pas trop de fruits. Ouais. Donc là il y a un peu un déséquilibre, les fruits sont énormes et ça ne va pas se conserver du tout. La gestion du sol, quelle est Comme là, vous apportez du calcium sur le sol ou pas? Donc là on passe un broyeur. Non mais pour la fumure, pour amener du calcium de ces foliaires, est-ce que vous en amenez aussi au sol sur aussi, le sol? À peu près 500 kg à l'hectare par an. Donc là c'était de l'ortie avant. Le problème c'est qu'on est passé il n'y a pas si longtemps que ça, et les orties sont déjà très grandes. Donc le palpeur, sitôt qu'il sent une touffe d'ortie, il rétracte la machine, quoi. Ça évite. Ça empêche la machine de travailler plus efficacement. Ouais. Normalement on doit faire ça au printemps. Et donc ça laboure un petit peu ça se coupe bien les racines d'ortie. Hein. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait les tiges. Parce que les tiges font décaler le palpeur. Donc après on doit repasser normalement avec une lame. À ce moment-là de manière un peu plus rapide. Donc la lame va un peu biner et puis remettre un peu tout ça à plat. Quoi. Ou bien avec une fraise. Donc là l'objet c'était essentiellement de tester un peu l'outil, de démarrer, sinon le travail du sol c'est essentiellement au printemps. Il y a plusieurs avantages. C'est que comme on est sur une parcelle enherbée depuis tout le temps, on a énormément de mulots.
donc enfin le campagnol. Donc si on veut regarder, hop, il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver des galeries quoi. Donc l'idée c'était un peu d'embêter ces bestioles là, de manière qu'ils ne soient pas en refuge trop facile au pied de l'arbre, qui viennent manger les racines. Après il y a le problème de la tavelure avec les feuilles qui restent l'innocuum au sol. Donc en retravaillant le sol avec des disques, ça permet de mélanger les feuilles dans le sol et d'être plus efficace au niveau de la disparition de cette source de problèmes. Après il y a un effet des herbages où le problème ici c'est que comme on a juste tondu de temps en temps et plutôt à peu près à 10-15 cm du pied de l'arbre que sur la rangée, on a développé une flore avec des orties, des grandes berces, il y a du chien-dent, il y a du gatron. Ça fait un paquet de racines comme ça. Donc si on met de la nourriture, donc de l'engrais, ben, c'est tout ce truc-là qui prend avant que ça n'arrive au niveau des racines de l'arbre. Alors, l'utilisation, comment se déroule d'une part l'arbre, comment donc l'arbre, se comporte. Le néflier en lui-même, il ne fait pas des beaux arbres. C'est plutôt pleureur. Donc là, il est greffé sur de l'aubépine. Voilà, qui redémarre à la base. Ouais. Donc c'est un tronc d'aubépine. Donc ça donne forcément des petits fruits, non? Non, la greffe qui est là-haut. Ça ne fait pas des gros fruits, non. Ils vont doubler de taille. Quoi. Pour une nef, c'est pas mal, hein, doublé de taille. Tu as des nefs plus grandes? Ben non, c'est pas ça, mais je pensais que quand on greffait sur le l'aubépine, les fruits avaient tendance à rester plus petits. Après, je sais pas si ça peut se greffer sur autre chose, hein, mais... Ça ne modifie pas le goût? Pas spécialement. Laurent ou Philippe, il y a du néflier en Belgique? Oui. Hein. Très peu, marginal. Ouais. Et tu sais s'il y a d'autres porte-greffes? Moi, j'en ai pas dans les vergers, j'en connais pas. Alors, l'utilisation du fruit. Donc c'est un fruit qui se récolte une fois qu'il a gelé, quand il est blette, et principalement faire des confitures, des pâtes de fruits. Il faut qu'il blétisse, hein, c'est sa particularité. Il faut un coup de gelée. À ce moment-là, ça fait, on va dire que ça ressemble un peu à du coin, quoi. Le même type de goût. Une consistance aussi. Et pâteux, un peu comme du coin. Pâteux granuleux. Ouais. Comment tu l'appelles ça? Nouverte. Dans les bouchons. C'est très acide. C'est un goût très spécial. C'est un goût entre une prune et une cerise à la limite. Le temps de lancer peut-être un autre verger de prunier, il faut conserver ça, mais là il commence à arriver en fin de vie aussi. Hein. Ils ont peut-être taillé là, les premiers, ils ont taillé là-bas aussi un peu, ça réagit beaucoup, alors après derrière... Le prunier ça vieillit quand même plus vite que le reste. Ouais, c'est moins durable. Moi, il faut garder le temps De lancer autre chose. de lancer autre chose, et puis mettre des pommiers, tu vois. Il y a du schiste ici dans cette parcelle-là. C'est pour ça que j'ai choisi pour mettre le prunier. Donc je crois que le rouge, ça doit être du Bosco, et le vert, c'est un nom en flamand. Normalement. Et il arrive à maturité. Qui arrive à maturité, le rouge il est bientôt mûr. Et le vert va arriver après. Donc là, tu le vends, tu le gardes pour toi peut-être aussi. On le vend sur le marché et puis on le grappe dans les paniers de la MAP pour changer. Alors les gens réagissent comment quand ils ont du raisin? Ah, ils sont contents, mais ils Ils commencent te à avoir parlent que ça l'habitude, vient mais Magique, hein. c'est vrai qu'au début sur les marchés, ils ne voyaient pas quoi. Et dans la serre en verre, on a du chasselas de Fontainebleau qui arrive un peu avant le rouge.
traitements qu'on fait, c'est en fonction des maladies, mais surtout en fonction de la météo. Donc quand il fait un temps où on sent que la maladie va se développer, ben, pas toutes les variétés vont prendre le même traitement. Le site est une référence locale parce qu'effectivement on a la chance d'avoir des bons producteurs et motivés pour participer au réseau. Donc effectivement est installé ici toute une série de pièges donc qui sont généralement choisis aussi par rapport à l'historique de la parcelle. C'est-à-dire qu'on essaie généralement de mettre voilà, de cibler un peu les espèces qui sont déjà soit bien présentes sur la parcelle, soit où effectivement on a besoin d'avoir une référence localement pour savoir un peu le vol sur le secteur. Et puis au travers de ça, effectivement, voilà, les informations sont relevées et puis elles participent justement à l'édition et la réalisation du bulletin, et puis en prenant justement la référence locale comme le verger comme la référence locale pour justement un peu les autres parcelles qui peuvent être présentes sur la région. Les petites bouteilles blanches, donc ça c'était des pièges contre l'Hoplocampe, qui est un parasite qui va pondre sur les fleurs, donc il est attiré par le blanc et la larve va, comme le Carpocapes, elle va manger les pépins. Donc un Hoplocampe va pondre mettons 200 œufs et une larve elle va manger 4-5 fruits quoi. Donc chaque fois qu'on a attrapé une femelle ou un mâle là-dessus, ben, on a sauvé 1000 fruits quoi. On a été fort envahi il y a quelques années, maintenant ça se calme. Et alors ils viennent se poser dessus On met de la glu. Donc il faut le mettre juste avant la fleur et il se dit chouette, un beau paquet de fleurs et je vais pondre là. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement l'Hoplocampe il reste une fois qu'il s'est installé, il reste. Mais par contre il va y avoir des fluctuations parce que l'année va pas être forcément bonne. On s'aperçoit qu'effectivement une lutte c'est généralement 2 ans systématiquement et on voit là effectivement une nette baisse des populations. Par contre après effectivement on va repartir les niveaux de population à la hausse. Voilà, c'est aussi un ravageur parcellaire sur des vergers de quelques années. C'est pas un des premiers ravageurs qu'on va voir apparaître, c'est véritablement déjà dans un verger installé où on commence à voir apparaître justement ce type de ravageur. Avec des niveaux de population où on voit qu'effectivement, comme le disait Didier, les mâles ou les femelles pour le coup, parce que là on utilise un piégeage chromatique, c'est juste la couleur en fait qui les attire. Et on s'aperçoit que une vingtaine d'individus sur un piège, pendant toute la durée de floraison, on sait déjà que c'est un signe de nécessité de protéger la parcelle parce qu'on est déjà à des niveaux de population qui sont relativement importants. Cette année, on a planté des Daline Sweet, donc résistant tavelure. J'ai déjà vu de la tavelure. Ouais. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a déjà. Quoi. Ce sont des races ou des souches de tavelure différentes par rapport à ce que vous avez, qui arrivent ou qui... Vous savez pas, vous n'avez pas fait. En expérimentation, on va pouvoir compléter, mais par exemple au lycée de l'Institut de Genève, on avait mis un essai il y a ça quelques années avec des variétés qui sortaient des sélections de l'INRA. Théoriquement, toutes sur une base de sélection de résistance, et certaines variétés, on n'a jamais vu un fruit, quoi. Tellement c'était pourri de maladies, notamment de tavelure. Le problème c'est que c'est plus facile à regarder dans la génétique, voir si le gène, soi-disant protecteur de la tavelure, est là. Ça se fait en une semaine ou deux peut-être. Et tandis que mettre un arbre en situation, ça va peut-être prendre 2-3 ans pour pouvoir tirer les conclusions. Donc ils disent cette variété-là est porteuse du gène. Ils me disent même plus maintenant que la variété est résistante. Par rapport à la tavelure, on fait des suivis de vol d'ascospore au printemps pour voir les moments les plus importants des vols d'ascospore, de libération d'ascospore, donc des moments d'infection les plus critiques et pour pouvoir orienter les producteurs sur ce point. Quoi. Il y a vous détectez des races ou des espèces différentes dans les ascospores ou pas? Ah oui, bien sûr, oui. Ah, oui, mais bon, il y a, ça, vous l'identifiez? Pour l'instant, non, pas spécialement, parce qu'elles sont présentes. Et il y a 8 races de tavelures qui ont été identifiées.
Il y a les races communes et puis toutes sortes de races qui sont plus spécifiques d'une variété ou d'une autre. Mais on les retrouve de plus en plus dans toutes les parties d'Europe, parce que ces races, parce qu'on cultive ces variétés dans tous les pays d'Europe aussi, et donc petit à petit, toutes ces différentes races se retrouvent un peu partout dans toutes les régions d'Europe, avec des petites différences. Comme on a expliqué tout à l'heure, il y a 10 ans, on n'avait pas la race 7 ni la race 8 qui sont capables d'infecter des variétés résistantes munies du gène VF, qui sont des variétés à résistance monogénique. Et donc, alors que depuis 6-7 ans, ces races sont présentes maintenant chez nous aussi et sont capables d'infecter ce type de variété. C'est pour ça que maintenant, toute la sélection et la recherche en nouvelles variétés s'orientent plutôt vers des variétés qui ont des caractéristiques de résistance polygénique. Et donc les contournements de ces résistances est beaucoup moins facile par les nouvelles races de tablure. Et donc la résistance beaucoup plus durable. Ce n'était pas le cas, donc auparavant on s'est fort focalisé sur une résistance de type monogénie, donc très vulnérable et peu durable. Maintenant, donc, les programmes d'amélioration évoluent et vont vers des systèmes, donc des variétés à résistance polygénique et donc plus durables. Mais bon, ça prend énormément de temps, ça prendra encore plusieurs années pour offrir aux producteurs une gamme de variétés avec ce type de résistance. C'est des programmes qui mettent des dizaines d'années à mettre au point des variétés, etc. Mais voilà, c'est en route et on est très attentif à ces questions-là, parce que c'est évident que ça n'a aucun intérêt pour un producteur de mettre une variété qui va rester 3 ans résistante et puis après qui va à nouveau être aussi sensible qu'une autre. Donc. Je peux vous faire circuler deux feuilles avec, vous verrez au verso, il y a à chaque fois un puceron qui est parasité. Il y en a un qui est juste ici sur le bord, qui sera blanc, et l'autre qui sera plutôt ocre. Et d'un côté du parasitisme donc, naturel, parce que vous voyez qu'il y a énormément de diversité, pas seulement au niveau des arbres, mais également au sol, qui permettent de maintenir un cortège d'insectes qui sont utiles, d'auxiliaires, exactement. Donc ici on a la démonstration avec un insecte, un micro-hyménoptère qui parasite le puceron. Donc vous verrez, il est couleur plutôt ocre. Si vous regardez de très bien, vous verrez un petit trou. Il s'agit en fait d'une guêpe, d'une micro-guêpe qui pond dans le puceron. La larve se développe à l'intérieur et évidemment il lui faut un opercule pour sortir et c'est le petit trou qu'on voit. Donc on voit la une qui circule. Si vous voulez vous l'imaginer, c'est le même principe que Alien, le film. Voilà. Ça se développe à l'intérieur et ça sort comme ça. C'est le principe de parasitoïde. De manière plus poétique. Si vous voulez vous l'imaginer, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, on a un parasitisme lié plutôt à la présence de champignons. Alors voilà, on disait qu'il y a des conditions plutôt humides ici dans le secteur. Eh bien, il y a aussi des auxiliaires qui se développent en conditions plus humides. Donc un puceron parasité par un champignon. Également ici. Là, en l'occurrence, on a sélectionné donc, dans le cadre d'un programme de recherche national avec différentes parcelles qui sont réparties sur l'ensemble de la France. Donc, on va travailler pommes de terre, pommes et quelques cultures légumières. Maintenant, je ne sais plus exactement lesquelles. Pour lesquelles, en fait, on a cherché justement à essayer de voir un petit peu le comportement que pourraient avoir certains extraits de plantes. Donc là, en l'occurrence, on est passé sur une formulation qui est sur une base d'huile essentielle. Donc comme on le disait, hein, tintimol, sarriette des montagnes, origan, menthe douce, girofle et citronnelle, je crois, quelque chose. Ouais, ça doit être citronnelle. L'objectif étant de voir justement un petit peu le comportement sur des couples. Hein, généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est suivre à la fois le comportement entre guillemets que peut apporter à la plante ces extraits de plantes justement. Donc là, en l'occurrence, sur pommier, on a cherché à voir un petit peu les effets qu'on pouvait attendre de ces différentes plantes sur tavelure et puceron. Voilà. L'objectif c'était un peu de suivre ça. On fait la même chose donc, sur pommes de terre, donc là plutôt avec une cible mildiou et puceron. Voilà. Donc l'objectif c'est de voir un petit peu s'il y a un effet
le KLS. plusieurs Est-il dosages, bénéfique? tout ça. Alors déjà dans un premier temps, l'objectif ça a été d'avoir plutôt une réponse de type tout ou rien, parce qu'en fait comme on est sur la première année de ce programme-là, l'objectif c'est surtout de faire un screening. Donc là c'est pour ça qu'on est parti sur une dizaine d'huiles essentielles. Parce que c'est très puissant les huiles essentielles. Voilà. Donc, Mais justement, c'est dans un premier temps, c'est déjà de faire un screening en fait, parce que là, on essaie déjà de faire un truc. L'objectif, c'est déjà de voir s'il y a une réponse ou pas. Et l'objectif, c'est après, effectivement, dans la suite au premier screening qu'on fera, justement, c'est plutôt là travailler la stratégie. Là, l'objectif de la première année, c'était purement et simplement l'efficacité. Donc là, effectivement, on est déjà parti sur une dose relativement forte, mais volontairement, on le savait, pour voir justement la réponse du végétal par rapport à ça. pourquoi les huiles essentielles et pas les plus Alors, parce qu'en fait, ce programme-là fait suite à un premier programme qui avait déjà eu lieu, pour lequel on avait travaillé là justement sur tisane. Donc on avait travaillé la tisane pour justement essayer d'extraire un petit peu les composés actifs. On avait croisé ça avec des analyses véritablement là plutôt scientifiques en laboratoire pour vraiment voir à décomposer le spectre de ce qu'on récupérait justement dans ces tisanes. Alors effectivement, on s'est aperçu qu'on avait des composés actifs. Le souci étant, c'est que effectivement, les quantités qu'on récupérait par ces modes d'extraction étaient relativement faibles. Donc l'objectif, dans un deuxième temps, on est passé sur des extractions hydroalcooliques pour essayer d'en retirer encore en plus, je dirais, la quintessence et un maximum de composés actifs. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on avait augmenté cette quantité-là. Et on avait des réponses partielles, en revanche, là par rapport justement à ce changement. Donc le tout étant, on s'est dit, la solution extrême pour justement avoir énormément de composés actifs, voilà, ce qui reste aujourd'hui en mode d'extraction, c'est l'huile essentielle. Donc voilà pourquoi on est parti désormais sur une huile essentielle. L'objectif étant, c'est qu'effectivement, ce sont des huiles où on concentre énormément de principes actifs. Donc là, l'objectif après sera de voir justement la réponse. On sait déjà à peu près sur qui s'attendre, pour qui on attend une réponse. L'objectif sera de voir justement après, voilà, justement de bien travailler ce côté plutôt stratégique, à savoir est-ce qu'on diminue les quantités, quand on peut l'utiliser, parce que peut-être qu'on aura une réponse mais partielle sur des petits pics d'infection, où ça peut servir justement, et puis ça peut venir en complément justement d'une protection plus classique, cuivre soufre. Ça peut permettre de remplacer certaines interventions sur des petites périodes, ou des périodes relativement chaudes, ou des périodes relativement froides. L'objectif, il y a encore un gros travail, c'est justement de travailler toute cette stratégie pour savoir quand et comment les utiliser. Le principe actif, il n'est pas plus important dans les extraits fermentés que dans les tisanes? Visiblement non, ces modes d'extraction-là ne sont pas assez puissants pour aller chercher effectivement ces composés. Visiblement les principes actifs sont relativement difficiles à extraire en fait pour avoir un effet. En l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, il existe déjà des antifongiques, ça s'utilise en pomme de terre, c'est à base d'huile essentielle de menthe. Et on s'est aperçu que c'est uniquement le passage à l'huile essentielle qui donne cette puissance en fait au potentiel antigerminatif. Et c'est vrai que l'extraction, elle doit être relativement importante en termes de composés. Pour nous, c'est pareil, une tisane, c'est léger. Voilà, clairement, ce qu'on va dire, c'est léger. Bon, par contre, effectivement, après une goutte d'huile essentielle, d'un seul coup, on le sent, ça sent déjà très très fort parce qu'effectivement, ça contient énormément de composés phénoliques, des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est pas les mêmes effets. On serait dans du curatif, alors pas du préventif avec les huiles essentielles. Alors, ça dépend, mais là, l'objectif, ce serait plutôt voir. Là, pour le moment, on l'a plutôt testé en positionnement préventif. Donc là, effectivement, là, pour essayer de couvrir, justement, pour voir, de toute façon, on s'est dit, si c'est un effet préventif, s'il n'est pas là, il aura potentiellement l'effet curatif. Là, l'objectif, c'était juste de voir la réponse. Donc, voilà. En termes de stratégie, ça, c'est pour les 2 années qui arrivent.